Salut, c'est Adrio Peta de Géopolitique Mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de l'Angleterre, et plus précisément d'une question clé sur les coulisses de la politique anglaise, liée à la géopolitique du pays. Plus précisément, nous allons parler de la franc-maçonnerie qui a toujours été au centre de discussions impliquant des théories du complot, et aujourd'hui c'est elle qui est la cible d'un complot impliquant le gouvernement anglais. Donc c'est comme si la souris poursuivait le chat poursuivait le chien, les rôles se sont inversés. C'est vraiment étrange, et tous ceux qui suivent l'Angleterre trouvent assez surprenant le niveau de recul de la démocratie, la perte des libertés individuelles dans les îles britanniques. Parce que cela se passe très vite, c'est même assez effrayant. C'est le pays qui a connu le plus de recul en termes de civilisation ces dernières années. C'est même quelque chose d'étrange, et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce que cela implique la franc-maçonnerie, en parlant aussi d'un véritable changement d'élite dans un pays, et comme je l'ai dit, la franc-maçonnerie est au cœur de cette substitution des élites. Nous avançons en temps réel, mais voyons comment se présente la vidéo d'aujourd'hui. Et avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la chaîne est toute petite, personne ne la connaît, elle est pratiquement cachée par YouTube. Donc, si vous partagez la vidéo avec tous ceux que vous connaissez, cela aide déjà beaucoup. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche. Cette fichue cloche ne fonctionne presque jamais, alors cliquez quand même. Ça ne changera rien, mais faites-le quand même. Peut-être que cette fois, il y aura une différence, qui sait. Abonnez-vous et partagez, ça nous aide beaucoup. Je m'appelle Adrio Peta et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. La franc-maçonnerie anglaise s'est vite développée au XVIIIe siècle, devenant un réseau influent dans la haute société. Depuis les premiers grands maîtres aristocratiques des années 1720 et leur lien avec l'illuminisme scientifique, l'ordre est devenu l'une des plus grandes et des plus influentes organisations sociales britanniques. La franc-maçonnerie a servi de mécanisme pour promouvoir les intérêts de la dynastie anglaise actuelle, la maison de Hanovre, et à relier les élites métropolitaines aux élites provinciales. Ses membres étaient généralement des nobles, parlementaires, magistrats, militaires et personnalités du monde des affaires, de la banque et universitaires. Et, en même temps, dans les cercles d'affaires victoriens, l'ordre fonctionnait comme une sorte de réseau de confiance informel. Des études économiques montrent que les liens entre francs-maçons dépassaient souvent la confiance entre membres de la même famille, alliés politiques ou associés commerciaux. Et des récits historiques confirment que, par exemple, les nouvelles concernant la rentabilité des mines étaient d'abord transmises par les réseaux maçonniques, avant d'atteindre le marché. Cette cohésion apportait des avantages pratiques. La franc-maçonnerie anglaise a acquis une réputation d'offrir à ses membres un passeport pour d'innombrables avantages dans toutes les parties de l'Empire britannique. Dans l'Empire britannique, les loges maçonniques servaient systématiquement de lien social. La fraternité s'est étendue mondialement avec l'expansion coloniale anglaise, implantant des loges dans presque toutes les communautés de l'Empire. Et, en particulier, les régiments militaires de l'armée britannique ont répandu la franc-maçonnerie à travers le monde. Les francs-maçons ont créé l'un des premiers réseaux institutionnels mondiaux, influençant des millions d'Asiatiques et d'Africains, principalement en reliant la franc-maçonnerie à l'armée britannique, qui était vitale pour la construction de l'Empire. Souvent, une loge maçonnique figurait parmi les premières institutions créées dans les avant-postes coloniaux, réunissant colons, autorités et élites locales autour d'un rituel commun. Ainsi, jusqu'à la période post-impériale, l'ordre a maintenu des liens discrets entre l'aristocratie anglaise, la finance et les institutions étatiques britanniques, par exemple. Des enquêtes officielles indiquaient qu'à la fin des années 1990, environ 5 à 10% des juges et magistrats britanniques étaient francs-maçons. Cette infiltration dans l'armée, la police et la justice soutenaient secrètement un réseau de solidarité de l'élite traditionnelle. La franc-maçonnerie du monde entier était également connectée à la franc-maçonnerie anglaise, et la franc-maçonnerie anglaise était un outil puissant de la couronne britannique, jusqu'à ce que le monde change. Après la Seconde Guerre mondiale, surtout à la fin du XXe siècle, l'État britannique s'est de plus en plus professionnalisé et bureaucratisé. Léviathan a tellement grandi qu'il s'est nourri de lui-même.
l'État anglais a commencé à absorber les organisations qu'il avait soutenues depuis des siècles. La gouvernance, autrefois fondée sur des réseaux informels et discrétionnaires, a peu à peu laissé place à des procédures, audits et règles de conformité. La fonction publique britannique s'est progressivement modernisée, visant à détruire ces relations informelles et secrètes qui existaient au sein même du gouvernement. Le discours officiel prônait la lutte contre la corruption, davantage de responsabilité, de pluralisme et une attention accrue aux besoins des citoyens. Concrètement, cela a mené à la création d'organismes de régulation indépendants, surtout sous Thatcher, ainsi qu'à des codes de conduite, audits et lois sur la transparence. Le point de rupture final est survenu avec la police. L'institution policière anglaise incarne la confrontation entre élites, combinant pouvoir coercitif et exigence de légitimité publique. En 1982, le commissaire de Londres, Sir Kenneth Newman, a exhorté les policiers à quitter la franc-maçonnerie pour maintenir la confiance du public. Son successeur, Sir Peter Imbert, est allé encore plus loin. Il a averti que les officiers affiliés à la franc-maçonnerie auraient une progression limitée, poussant beaucoup à quitter l'ordre. Cela est devenu encore plus évident lorsque des instances formelles ont exigé la dissociation des canaux informels. En 1997 et 1998, une commission parlementaire anglaise a recommandé que les juges, policiers, procureurs et autres fonctionnaires déclarent leur appartenance à des sociétés secrètes. Le gouvernement conservateur a accepté et a décidé que toutes les nouvelles nominations à la magistrature, à la police et à toute fonction publique devraient obligatoirement inclure une déclaration éventuelle de lien avec la franc-maçonnerie. Ils ont même proposé des registres officiels, le gouvernement sollicitant la Grande Loge Unie d'Angleterre. Des infos sur les membres exerçant des métiers sensibles, ce qui n'a pas été accepté alors. Et cela alors même que les juges et magistrats nommés à partir de 1998 ont dû déclarer leur appartenance. Bien que cette exigence ait été supprimée en 2009 après une contestation de la Cour européenne des droits de l'homme. Ici, on évoque les coulisses, le développement de la police et du pouvoir judiciaire anglais, entre autres. Même le MI6, principale agence d'espionnage britannique, est impliqué. Pouvez-vous alors imaginer l'ampleur de ces transformations ? Au sein des classes dominantes britanniques, un conflit fonctionnel commence donc à émerger, deux mentalités. D'un côté, l'élite traditionnelle fonctionnait selon des hiérarchies fermées, la confiance personnelle et des échanges de faveurs liés à la franc-maçonnerie. Historiquement, ses membres partageaient confidentialité et loyauté envers le groupe. Cependant, parallèlement à cela, une élite technocratique a émergé progressivement, liée d'une part aux réformes néolibérales, mais paradoxalement aussi à l'idée de centralisation absolue de l'État. Ces générations valorisaient tous les procédures impersonnelles, le contrôle institutionnel, la gestion bureaucratique et la centralisation de l'État. Les scandales et dénonciations de corruption, tant publiques que privées, ont renforcé l'idée que les décisions doivent suivre des règles claires et vérifiables plutôt que des loyautés cachées. Ce contraste de vision s'est révélé lors des débats politiques. Parce que, tandis que l'ancienne élite anglaise, liée à la franc-maçonnerie, voyait avec suspicion toute exposition de réseaux privés, cette élite technocratique voyait dans les réseaux fermés. Qu'il s'agisse de loges maçonniques, de clubs privés ou de toute autre forme de société discrète ou secrète. Un danger de corruption et d'impact négatif sur la réputation institutionnelle, mais surtout un type de pouvoir qui échapperait au contrôle de l'État. Aujourd'hui, le fossé dans l'élite technocratique de la police anglaise se reflète par des politiques d'audit prévues. En décembre 2025, la police métropolitaine de Londres demande désormais à ses agents de déclarer leur appartenance à des organisations hiérarchiques à soutien mutuel incluant la franc-maçonnerie. Ce conflit interne touche aussi le rôle géopolitique de l'Angleterre, l'élite britannique ayant toujours adopté une vision réaliste du pouvoir. Depuis 1945, elle s'est appuyée sur l'ascension américaine dans un ajustement fonctionnel, non sentimental. Avec le déclin de l'Angleterre, seuls les États-Unis pourraient en défendre les intérêts anglais à l'étranger. Le Royaume-Uni n'est plus une puissance autonome. Il sert désormais de plateforme juridique et de hub financier, cherchant à jouer l'arbitre mondial. Cependant, aujourd'hui, 3 faits sont clairs pour tout stratège sérieux à Londres.
Les États-Unis sont plus introvertis, axés sur leurs intérêts, surtout dans l'hémisphère occidental. Autrement dit, les Amériques ne sont pas aussi intéressées à jouer le rôle de police mondiale et ne vont pas défendre les intérêts britanniques à l'étranger. Elles sont politiquement volatiles et surtout, elles sont moins disposées à subventionner l'ordre mondial, comme c'était le cas auparavant. Bien sûr, cela ne signifie pas un effondrement américain, mais cela implique une incertitude systémique et, pour une élite financière, l'incertitude est un risque qui doit être réparti. La City de Londres et Londres privilégient les flux de capitaux en hausse, pas des alliés idéologiques. Et c'est là qu'entrent en jeu les pays arabes sunnites, surtout ceux du Golfe. Pour Londres, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et d'autres ne sont pas des partenaires religieux, mais des détenteurs d'excédents financiers liés à l'énergie, avec peu d'aversion pour les hiérarchies, des élites acceptant la gouvernance informelle, des contrats personnalisés et des réseaux discrets. Cela correspond mieux à la tradition aristocratique financière anglaise qu'à la culture réglementaire américaine actuelle. Pour comprendre la rupture de l'État britannique avec la franc-maçonnerie, il faut examiner l'assassinat de Daniel Morgan, détective privé retrouvé en 1987 mort dans un pub du sud de Londres, une hache plantée dans la tête. L'affaire est devenue l'homicide non résolu le plus enquêté de l'histoire britannique, mais marqué par des décennies de défaillances policières, de destruction de preuves et d'allégations de corruption. En juin 2021, une enquête indépendante commandée par le gouvernement britannique a conclu que la police métropolitaine était institutionnellement corrompue. Elle a souligné que la franc-maçonnerie était l'obstacle principal à la justice. Le rapport mentionne que les enquêtes sur l'assassinat de Daniel Morgan étaient régulièrement entachées de soupçons liés à l'affiliation de certains policiers anglais à la franc-maçonnerie. Le panel a découvert que le détective principal et plusieurs officiers clés étaient un franc-maçon, utilisant ces liens pour protéger les suspects et nuire à l'enquête. Le panel a recommandé d'obliger tous les policiers et fonctionnaires à enregistrer leur appartenance à des organisations comme la franc-maçonnerie qui pourraient mettre en doute leur impartialité. Alors que la franc-maçonnerie et les réseaux traditionnels sont discrédités et démantelés, une nouvelle force puissante a émergé au sein du gouvernement anglais. Cette nouvelle élite dont j'ai parlé, qui était cette élite technocrate, et qui n'opérait pas à travers des loges discrètes et des rituels maçonniques, mais plutôt à travers des cabinets de conseils mondiaux, des fonds souverains multibillionnaires et une diplomatie personnelle avec les monarchies du Golfe Persique. Cette fracture repose sur la forte dépendance économique du Royaume-Uni envers les capitaux du Golfe. De nos jours, après la crise financière de 2008 et encore plus après le Brexit, lorsque l'économie britannique avait désespérément besoin d'investissements étrangers pour se maintenir et se financer. Ils ont alors cherché du soutien auprès des monarchies du Golfe, surtout au Qatar, en Arabie Saoudite, au Koweït et, dans une moindre mesure, aux Émirats arabes unis. Ils ont comblé ce vide avec une grande voracité. Cette dépendance est structurelle, pas seulement commerciale. La ville de Londres s'est reconfigurée pour devenir le principal centre occidental de la finance islamique, émettant ce qu'on appelle le soukouk, ou obligation souveraine islamique, et adaptant ses réglementations fiscales pour accueillir la charia, signalant une intégration profonde entre le capitalisme britannique et la théologie économique islamique. La fracture de l'élite est devenue plus visible dans les carrières des ex-hauts responsables politiques britanniques. Contrairement à l'ancienne élite, dont la loyauté était liée aux institutions nationales, la nouvelle élite circule librement entre Westminster et les palais de Riyad et d'Abu Dhabi, agissant en tant que conseillers rémunérés et lobbyistes, en fait, et au sommet de la pyramide sociale. La monarchie britannique, sous Charles III, qui a accédé au trône anglais après la mort de la reine Élisabeth. En opérant une réorientation théologique et diplomatique radicale, Charles est largement reconnu comme le monarque le plus pro-islam de l'histoire britannique. Une position qui dépasse la diplomatie, relevant de la conviction personnelle et philosophique. Contrairement à ce que l'on croit, la couronne anglaise n'est pas juste symbolique, ce n'est pas si simple. Leur gouvernance est moins directe que celle d'un président, mais ils exercent une influence profonde en coulisses, et ils ont aussi une symbolique très importante dans les coulisses du gouvernement anglais. Charles est profondément influencé par des penseurs du traditionalisme, comme René Guénon, qui s'est converti à l'islam, et Martin Lings.
Charles considère l'islam comme une source de sagesse traditionnelle que l'Occident a perdue au profit du matérialisme et du sécularisme. Il a étudié le Coran, appris l'arabe, et ses discours exaltent souvent la vision islamique de l'harmonie avec la nature comme un modèle pour la durabilité environnementale. Il affirme aussi que le Coran doit réguler les normes sociales, rompant avec la tradition de défense exclusive. Foi anglicane, Charles a même exprimé lors de son couronnement, dans des discours précédents, le désir d'être le défenseur de la foi. Mais il ouvre également la voie à l'inclusion de l'islam comme pilier d'une nouvelle identité britannique, aux côtés du christianisme. Charles a surtout servi d'atout diplomatique du Royaume-Uni dans le Golfe, rencontrant plus de 120 fois les familles royales régionales en 10 ans. Il a joué un rôle clé dans la vente d'armes britanniques et étrangères aux monarchies du Golfe, comme le Typhoon pour l'Arabie saoudite, et aussi dans le maintien de liens personnels qui garantissent le flux des investissements, même si cela signifie l'adoption de normes islamiques au sein de la population anglaise majoritairement chrétienne. Cette transformation des élites britanniques se reflète dans un immense changement démographique à la base de la société. La population musulmane au Royaume-Uni est passée de moins de 0,1% dans les années 1990 à 6,5% en 2021. À Londres, cette proportion atteint 15% et dans des villes comme Birmingham ou Bradford, elle est même plus élevée. Des projections indiquent que la population musulmane pourrait atteindre plus de 17% de la population anglaise en 2050, modifiant fondamentalement l'arithmétique électorale. Ce que nous voyons en Angleterre est une répétition historique des pays ouverts à l'islam. Le rejet, l'adaptation à la culture locale, suivi de la radicalisation menant à l'implosion du pays d'accueil, forçant la population native à se convertir à l'islam. Par des menaces ou de la violence, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Historiquement, la communauté musulmane du Royaume-Uni votait majoritairement pour le Parti travailliste, vu comme son protecteur. La guerre de Gaza en 2023-2024 et le soutien initial de Keir Starmer à Israël ont provoqué une rupture historique. Une nouvelle conscience politique a émergé, organisée par des groupes comme The Muslim Vote et le Muslim Impact Forum, qui cherchent à tirer parti du poids démographique. Pour demander des changements en Angleterre, lors des élections générales de 2024, des candidats indépendants pro-Gaza ont été élus avec un large soutien musulman. Cette nouvelle élite politique musulmane est jeune, éduquée au Royaume-Uni et très agressive et radicale. Les Émirats arabes unis ne financent même plus les étudiants émiratis pour étudier dans les universités anglaises. Des personnalités comme Sadiq Khan, maire de Londres, ou Hunza Yousaf, ex-premier ministre d'Écosse, incarnent à la fois l'intégration et la capacité à naviguer entre les mouvements de gauche. La lutte entre la persécution de la franc-maçonnerie et l'ascension de l'influence islamique du Golfe n'est pas une contradiction aléatoire, mais la manifestation structurelle d'un changement de régime. La persécution de la franc-maçonnerie marque la fin d'une époque où l'élite locale agissait discrètement dans des espaces privés. La nouvelle idéologie est désormais celle de la transparence, mais appliquée de manière sélective, c'est-à-dire qu'on exige une totale clarté sur certains groupes. Mais le secret des nouveaux réseaux est-il toléré ? Sous couvert de multiculturalisme ou de nécessité économique, la franc-maçonnerie offrait capitalisme, confiance et réseaux locaux à l'échelle nationale. Cette élite dépend du capital financier mondial. Avec la baisse de la richesse du Royaume-Uni, l'élite importe du capital du Golfe, entraînant une influence culturelle et politique. La loyauté autrefois envers le frère de la loge maçonnique est désormais donnée aux partenaires d'investissement. Le Royaume-Uni délaisse son identité insulaire, impériale et chrétienne pour devenir un centre mondial de services. L'élite britannique brésilienne conseille et gère les richesses des nouvelles puissances émergentes. L'accommodement du slam est considéré comme nécessaire pour faciliter ce rôle et garantir la cohésion sociale dans une société fragmentée. L'élite britannique d'aujourd'hui n'est pas seulement divisée, elle est en train de subir une métamorphose terminale. La persécution de la franc-maçonnerie marque la fin de la vieille Angleterre, fondée sur la loyauté, le secret, le christianisme culturel et l'homogénéité. À sa place, une nouvelle élite émerge, dépendante du capital étranger, fluide et technocratique.
Cette nouvelle élite considère le sunnite, tant dans sa version étatique riche du Golfe que dans sa version démographique domestique, comme un partenaire stratégique inévitable et une ressource vitale. Un nouveau soutien sur lequel ils doivent compter, puisqu'ils ne pourront plus dépendre des États-Unis. Eh bien les amis, pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez pour aider la chaîne à continuer d'exister. Ça peut ne pas en avoir l'air, mais en partageant ce travail de fourmi, vous permettez à la chaîne Géopolitique Mondiale d'exister. C'est votre soutien qui garantit cela. Si vous aimez vraiment la chaîne et souhaitez accéder au contenu exclusif, pensez à devenir membre. En tant que membre, non seulement vous aurez un accès anticipé aux vidéos, mais en plus vous aurez accès à des vidéos exclusives. Nous avons des séries entières de vidéos exclusives pour les membres. L'histoire de l'Inde, la géopolitique des États-Unis, de l'Empire mongol et la militaire de la Chine, ainsi que bien d'autres sujets. Il y a plein de contenus exclusifs pour les membres et bien sûr des lives directement avec moi, où j'interagis de façon plus directe avec les membres, ainsi que la participation aux groupes Telegram, qui sont réservés aux membres. Alors pensez à devenir membre en échange de tout ce pack d'accès que vous allez avoir. Vous garantissez aussi la survie de la chaîne géopolitique, car plus de 90% de ses revenus viennent des membres payants. Mais si vous ne pouvez pas devenir membre, ce n'est pas grave, à l'avenir, vous le pourrez. Vous serez très bien accueillis. À bientôt. Partagez la vidéo pour aider la géopolitique mondiale. Je vous embrasse les amis, et à la prochaine vidéo.